Salut les amis, bienvenue dans le Plan Super, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui vous parle du meilleur de la bande dessinée américaine. On se retrouve aujourd'hui pour notre hommage au grand John Romita. On va parler de ses premières aventures sur Spider-Man. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche, l'inusable Jérôme, le Lord of Babylon. Bonjour, comment ça va ? Coucou, ça va, chaudement, mais ça va. Chaudement et moitement, comme on Et dit. moitement, comme on dit. Ah, mais ça, Et Isaac, ça c'est c'est oui. Romita. C'est- Oui, tout à fait, oui. Je Hein suis en train de boire un verre d'eau glacée. Isaac Ah, en il train de fait boire chaud. un verre d'eau glacée là aussi. Il fait chaud. En pleine canicule. En pleine canicule, voilà, rien ne nous arrête. C'est ça, c'est le Plan Super. Donc voilà, je vous ai tout spoilé, hein, on va vous parler de John Romita pour cet épisode. On va revenir sur les épisodes quand il débarque sur Spider-Man. Il prend la relève de Steve Ditko. Stan Lee est au scénario. Au scénario, au dialogue, on va dire. Et John Romita débarque au numéro 39 de Amazing Spider-Man. Et on va aller jusqu'au numéro 50, en gros, hein, pour vous parler de... On aurait pu aller plus loin, on aurait pu aller moins Puis loin. on parlera un petit peu de ce qui se passe après et tout. Ouais, voilà, on va déborder un petit peu. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans ces épisodes ? C'est un peu des épisodes mystiques, hein, c'est des classiques. Spider-Man va affronter dans un premier temps le Bouffon Vert, et c'est les épisodes où on aura la révélation de l'identité du Bouffon Vert, qui n'est autre que Norman Osborn. Spoiler. Spoiler alerte. Norman Osborn, donc qui est en parallèle le père d'un des amis de Peter Parker. Peter Parker qui est en fait l'homme araignée, hein, pour ceux qui ne savent pas. On aura dans un premier temps ça, on aura l'apparition du Rhino, hein, qui vient mettre le souk à New York et s'emparer du fils de Jonah Jameson, l'astronaute, le colonel. C'est John Jameson, hein, si je dis pas de bêtises. John Jameson, ouais. C'est ça, qui a des pouvoirs, hein, puisqu'il a été contaminé par des spores de l'espace, qui va devenir super puissant. Donc ça, c'est la suite des aventures. Donc l'arrivée du Rhino et en parallèle l'histoire de John Jameson. On aura ensuite le lézard, le grand retour du lézard, qui va réussir à casser un bras de Spider-Man, qui va avoir un bras en écharpe pendant plusieurs épisodes. L'arrivée du Shocker, un des ennemis mythiques de l'araignée. Le Shocker qui envoie des ondes de choc, qui fait trembler la terre. Le retour de Kraven, le chasseur, qui en veut encore à Spider-Man, mais aussi au Bouffon Vert, qu'il avait engagé dans un premier temps pour tuer Spider-Man. Donc le retour de Kraven, et en parallèle, l'arrivée d'un nouveau vautour, qui s'appelle Blacky Drago, hein, qui a piqué le costume de Adrian Toomes, c'est comme ça qu'il s'appelle le premier vautour. Pareil, qui va affronter Spider-Man, qui va croiser le Kraven le chasseur aussi, ça va se foutre sur la gueule un peu dans tous les sens. Et dernier épisode, le 50, ça implique le Caïd, qui va... Première apparition Même du Caïd, tout simplement. Ah, mais il faut pas de notre gueule, hein, avec tous ceux qui apparaissent. Oui, c'est enchaînement d'arrivées. Il y a aussi la première apparition de Mary-Jane, du côté des amours de Spider-Man. La première apparition visuelle. Visuelle, pas visuelle. Enfin, c'est la première fois qu'on voit son visage. Voilà. Chez Ditko, elle était toujours cachée par une plante, par un paravent. Il y avait Peter qui va quitter Tante May, hein, pour aller s'installer avec Harry Osborn de son côté, qui va se séparer de Betty Brandt. Et
un peu papillonné entre Gwen Stacy et Mary Jane, du coup. C'est un peu l'émancipation de Peter Parker, en fait, hein, cette période-là, qui est marquée donc par l'arrivée de ce nouveau dessinateur, John Romita. Du coup, peut-être Isaac, tu peux nous parler un petit peu de Romita, sa vie, son œuvre. Oui, enfin, je vais faire rapide parce que j'avais pas révisé, mais en gros, comment dire, on a été un peu surpris par l'annonce, donc du coup, on a décidé de faire l'annonce du décès de John Romita. On a décidé de faire une émission un peu à l'arraché comme ça sur notamment ces Spider-Man, parce que voilà, c'est un dessinateur qui a beaucoup compté pour nous. Et puis, c'est un dessinateur qui, comment dire, dans dans les premiers dessinateurs de Marvel, il arrive un peu après Kirby, Don Heck. Il fait pas partie de la première salve de dessinateurs qui ouvre le banc des super-héros Marvel. Par contre, il avait déjà bossé pour Marvel avant, quand ça s'appelait Atlas. Il avait bossé pour des westerns, il avait bossé, je crois, pour des comics de guerre, des comics de romance, bien sûr, ça on va en reparler. Oui. Et puis il avait fait un peu de super-héros aussi, puisqu'il avait fait notamment du Captain America, et notamment les épisodes de Captain America, le retour de Captain America dans les années 50 quand il combattait des communistes. Donc c'est le Captain America qui a ensuite été rétroactivement considéré comme un imposteur dans les années 70, où on expliquait que c'était un fan de Steve Rogers qui avait tout fait pour ressembler à Steve Rogers, recréer la formule du super soldat, et que ça l'avait rendu hyper parano dans les années 50 et qu'il voyait des espions communistes partout. Donc c'était une manière pour Steven Gerhardt dans les années 70 de réintroduire ces épisodes de Captain America dessinés par John Romita Sr. Et Romita, donc, après cette première période chez Marvel qui s'appelait Atlas, il part chez DC Comics au début des années 60, et il fait notamment des comics de romance chez DC. Il l'emploie pas sur des super-héros, il l'emploie sur de la romance. Faut savoir que c'est quelqu'un qui est très inspiré par des dessinateurs de comic strip. C'était un gros lecteur de comics en fait quand il était petit, et notamment de comic strip, donc les bandes qui étaient dans les journaux. Et il adore notamment Milton Caniff. C'est Terry et les pirates, c'est je crois que ça vraiment sa BD de référence. Et donc il est très à l'aise, notamment à décrire voilà des personnages dans les tourments amoureux des personnages, et ça va se ressentir quand il va reprendre Spider-Man. Et alors, comment est-ce qu'il reprend Spider-Man ? C'est que quand il revient chez Marvel, Stan Lee lui propose d'abord de reprendre Daredevil, qui n'a pas de dessinateur. Ils ont eu au début de Daredevil donc Bill Everett, mais qui a fait qu'un épisode. Ils ont eu Joe Orlando qui a fait 2 épisodes. Et ensuite, il y a eu Wally Wood, qui a repris le perso, qui a donné le costume rouge, notamment à Daredevil, qui a vraiment repris en main la série, mais tellement qu'il se fâche avec Stan Lee, parce qu'il n'a pas assez de crédit sur le comics une fois publié. Donc Daredevil se retrouve sans dessinateur, et Stan Lee fait appel à John Romita. Et durant son passage sur Daredevil, où notamment au début c'est Jack Kirby qui fait carrément les découpages des épisodes, et c'est Romita qui finit les dessins. Il y a un épisode de Daredevil où Daredevil fait équipe avec Spider-Man, et Stan Lee explique que c'était une manière de tester Romita sur Spider-Man, parce que ça n'allait plus avec Steve Ditko sur le comic book Amazing Spider-Man, et que Steve Ditko n'allait pas tarder à claquer la porte, quoi. Il y avait de l'eau dans le gaz depuis quelque temps sur Amazing Spider-Man. On explique en vitesse, mais la méthode Marvel, c'est en gros Stan Lee discute en gros de l'intrigue avec le dessinateur. Le dessinateur fait tout le découpage, donc en fait on raconte toute l'histoire. Parfois il met des dialogues en crayonné, il met des dialogues dans les marges, et ensuite Stan Lee reçoit les crayonnés ancrés, puis il fait voilà, il rajoute des dialogues, des fois il rajoute des bulles, il met des onomatopées, mais grosso modo, l'épisode est déjà narré par le dessinateur. Mais sur Spider-Man, ça avait pris des proportions à tel point que Steve Ditko avait demandé à Stan Lee d'être crédité comme co-scénariste, et il est co-plotteur, quoi.
donc co-créateur de l'intrigue. Et il se fâche de plus en plus avec Stan Lee, notamment par rapport à des changements. Enfin bref, la méthode ne fonctionne plus sur les derniers numéros. Et Steve Ditko claque la porte pour aller notamment chez Charlton créer ses propres super-héros avec The Question, Blue Beetle. Mais il faut un dessinateur pour Spider-Man. Et surtout que Spider-Man, c'est déjà un carton chez Marvel. John Romita, on lui propose de reprendre Spider-Man et il dit très honnêtement, il pensait qu'il allait faire 3 épisodes, qu'il allait se faire virer, qu'il allait flinguer la série et que parce que il pensait, en fait, il disait, moi je suis pas un créateur comme Steve Ditko en fait, je suis juste un narrateur, je suis juste un storyteller. Et quand il reprend Spider-Man, il le fait de la même manière que Steve Ditko, c'est-à-dire qu'il discute au téléphone avec Stan Lee, ou au téléphone ou dans les bureaux, des intrigues qu'ils vont mettre en place dans les épisodes, et puis ensuite il rentre chez lui et il fait tout le boulot, quoi. Et au début, il se calque vraiment sur ce que faisait Ditko. Et on le voit d'ailleurs parce que la mise en page reprend souvent la structure en 9 cases. Et il explique que petit à petit, en fait, au fur et à mesure des épisodes, et notamment dans les épisodes sur le Rhino, il a commencé à être plus assuré en fait sur la narration. Et d'un coup, il a été vraiment assuré sur comment dessiner Spider-Man. Il a fait vraiment quand vous voyez comment Steve Ditko dessinait Spider-Man et comment Romita dessine Spider-Man, c'est pas du tout la même façon d'illustrer le personnage. Et à tel point que la façon d'illustrer Spider-Man par Romita, étant donné le succès que ça va avoir, parce que les ventes vont faire qu'augmenter, là où il pensait que les ventes allaient se cracher avec le départ de Ditko, c'est le contraire. C'est-à-dire que le comics va encore mieux marcher avec Romita, à tel point que tout le monde va dessiner pendant... jusqu'à l'arrivée de McFarlane, en gros, la façon de dessiner Spider-Man, c'est Romita qui l'a inventé. Et Romita va rester jusqu'au début des années 70, et puis il va même faire après l'ancrage sur Jiken notamment. Et il va devenir directeur artistique de Marvel à cette même époque, où il va concevoir pas mal de personnages d'un point de vue graphique. C'est-à-dire c'est lui qui va concevoir notamment Wolverine, le Punisher, Bullseye et tutti quanti, quoi. Enfin, en gros, il y a vraiment le sens du design, le sens de la narration, et puis le côté... moi, j'ai l'habitude de dire que John Romita, c'est le mec qui a jamais dessiné une planche moche, quoi. Enfin, c'est jamais faiblard, c'est vraiment... c'est toujours hyper bien conçu, il y a un vrai univers. Et encore aujourd'hui, moi j'adore son Spider-Man. Je préfère, j'ai une préférence pour le Spider-Man de Ditko qui est juste avant, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre et d'étrange et un peu plus agressif dans les Ditko. Mais les épisodes de Romita, je les aime énormément. C'est vraiment un poil de cul que ça se joue. Et je trouve que quand on les a proposés, et puis pour les relire, c'est vraiment, franchement, j'ai qu'à regarder la première page pour savoir tout ce qui se passe dans l'épisode qui suit, parce que je les ai tellement relus. Et de voir en fait la progression de comment son Spider-Man va prendre en musculature, en design, en conception. Les toiles sont beaucoup plus espacées. Sa musculature est plus développée. Les yeux sont beaucoup plus prononcés. Et ça va devenir, je trouve, voilà, c'est le Spider-Man classique comme on aime. Et puis, c'est des épisodes qui vont aussi inspirer notamment la mini-série Spider-Man Bleu par Jeff Lubb et Tim Sale. Et ça va, là où c'est le plus connu, c'est que si vous avez aimé les Spider-Man de Sam Raimi, tout est dans les ces épisodes-là. voilà. J'aime bien parce qu'en effet, à les relire aussi, et moi ça faisait longtemps, hein, je les avais pas relus. Et chose que je n'avais jamais fait, je m'étais relu aussi les épisodes de Ditko juste avant. Et moi j'adore justement comment, ce que tu dis, Romita va peu à peu prendre le personnage et le faire à sa sauce. Et c'est vrai que c'est super intéressant de voir comment on passe en 4-5 épisodes d'une ambiance à la Ditko, comme tu dis, bizarre,
déjà, tu as quand même un gros changement en effet, parce que dès le premier épisode de Romita Senior, on a la révélation de l'identité du Green Goblin que Ouais. Ditko ne voulait pas du tout, justement, qu'on révèle. Mm. Et clairement, je pense pas que ce soit lui qui. Enfin, il voulait que ce soit Norman Osborn. Et peu à peu, ce que je trouve aussi, c'est que c'est aussi comment le comic Spider-Man va accompagner le changement d'époque, comment il va illustrer le changement d'époque des années 60 aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on passe, je trouve, moi, d'une ambiance polar, enfin, années 50, noir et blanc, polar, voilà, enfin, l'Amérique Mm. pré-Seconde Guerre mondiale, aux années 60, aux 16, avec tout le côté pop. Et tu le vois, et je trouve que tu le vois super bien, et surtout, j'adore de voir comment peu à peu, par tranche, il investit ce champ-là. Parce que au début, c'est comment il arrive à. Il crée le Rhino, il va créer le Shocker. Donc comment il arrive à lui-même aussi à créer des personnages marquants. Hein. Je veux dire, il va pas créer des personnages qui sont obligés aujourd'hui. On vient de le dire. Enfin, on a le Rhino, le Mm. Shocker et le Cade. Ouais. Et même si le Cade, c'est un personnage, c'est pas le Cade tel qu'il est aujourd'hui parce que Frank Miller l'a complètement modifié. Enfin, complètement, en Ouais, tout ouais. cas, lui a donné Graphiquement, c'était voilà, déjà. graphiquement, Ouais. c'est le. Voilà, graphiquement, il change pas. Il va changer dans la manière d'être, dans la manière ouais, dans la Ouais. manière d'être, mais franchement, la forme est déjà là. Et donc, il travaille sur ces méchants-là. Et après, en effet, je trouve qu'il va plutôt. Il va venir sur l'environnement et voilà, et sur le côté pop. Et moi, Mm. j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment sous Romita que en fait tout l'environnement, tout le groupe autour de Peter va s'élargir encore plus de manière plus forte. Et je trouve en plus que c'est là où Peter passe du nerd solitaire et rejeté à un mec qui va intégrer vraiment une bande. C'est là où il devient véritablement ami avec Harry Osborn. Et en plus, pareil, c'est là, j'aime bien petit à petit comment il devient vraiment ami avec Harry. Comment, pareil avec Ouais. Gwen. Et Comment. l'explication de comment est-ce qu'ils deviennent amis, c'est vraiment bien aussi. C'est quand C'est ils se disent: «Ah ouais, superbe. toi, t'as perdu ta mère, mais moi, je suis orphelin». Je Enfin, suis c'est orphelin et tout ça. ouais, ouais, C'est ouais. vraiment pas le truc. En fait, c'est ça qui m'a. J'avais jamais perçu, et c'est en le relisant, à quel point c'est fait vraiment de manière. Ça coule de source. C'est pas, Mmh. on te balance pas ça d'un bloc en fait. Ouais. Il prend les éléments qui existent, il arrive à en faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment super. Et tu vois aussi, donc je trouve que Peter devient plus beau aussi. Il devient plus beau Ouais. gosse. On lui donne la mobilette. Et même Gwen, elle passe de l'étudiante très sérieuse, tout ça, jolie, mais bon, avec ses bouquins, c'est Brigitte Bardot, ça c'est limite, c'est la Brigitte Bardot des années 60 aussi, quoi. Puis bon, il y a Mary Jane aussi, qui est barrée et qui va tout exploser, quoi, j'ai envie de dire. Et ouais, non, c'est super parce que je trouve que c'est typique le dessinateur, ouais, qui a réussi à faire passer Spider-Man dans une autre époque. Ouais. Et c'est ça qui est assez incroyable, quoi. Ouais, le bon dessinateur au bon moment, quoi. Il y a Mais vraiment, ouais, mais ouais, ils ont ouais, vraiment totalement. choisi, là où, ils auraient essayé d'avoir je sais pas comment, alors, si c'était le plan de Stan Lee d'avoir quelqu'un qui dessinait pas du tout comme Steve Ditko, ou c'était juste que c'était le seul mec qui était disponible, Mmh. pour reprendre Spider-Man. Mais c'est vrai que le style est complètement aux antipodes de ce que tu as chez Steve Ditko. Et du coup, c'est un pari qui est, comment dire? Qui est risqué et et finalement c'est hyper payant, quoi. Ils ont trouvé le dessinateur, qui est, totalement, enfin qui est le dessinateur qui est de toute façon qui est maintenant, indissociable de Spider-Man. Ouais, ouais. En Ouais, phase ouais, avec non, son non. époque et Mmh. qui ramène, qui apporte du glamour à la série. Peut-être qui était, voilà, ça tranche complètement effectivement avec l'aspect un peu bizarre de Ditko. Mais du coup, je suppose que c'était complètement en phase avec l'époque Ouais. et ça colle parfaitement avec l'orientation un peu plus soap opéra de la série avec la multiplication des Et conquêtes de Peter. Mmh. j'aime bien parce que même, et dans un autre sens, c'est de voir comment un personnage, je viens d'oublier de son nom,
le journaliste qui se fait passer pour un mec de la pègre. Frédéric Foswell. Ouais, Mm. voilà. Et ben comment aussi il l'enlève du cast peu à peu, Mm. qui était quand même je trouve qu'il était un des personnages centrales sous Ditko. Ouais. Et Mm. comment il va l'enlever, mais pareil, il lui offre une super belle porte de sortie avec les épisodes du Caïd, quoi. Mais c'est Mm. pareil, Mm. c'est typiquement le personnage qui fonctionnait sous Ditko, Ouais. avec Ouais. Ditko, mais que dans Minta, pour lui, enfin, tu sens bien que c'est pas le personnage qui lui plaît. Là où il Mm. fait revenir Ned Leeds et c'est pareil, c'est lui qui amorce une véritable histoire entre Ned Leeds et Betty Brandt. Ouais. Et pareil, il le fait de manière super mature. J'aime beaucoup, moi, les retrouvailles de Peter avec Betty, Ouais. où il se rend C'est compte Mm. super qu'au ça. final, Mm. Ouais. il a plus du tout il a plus du tout la même relation, Mm. la même attirance pour lui, et Mm. comment Ned devient naturellement le compagnon de Betty, quoi. Ouais, Mm. Mm. t'as vraiment la maturité de Peter, en fait. Il s'aperçoit Mm. qu'il a complètement changé parce que il se dit: «Mince, mais en fait, on n'a pas tant de points communs que ça avec, Betty Brandt» et c'est vrai que c'est un peu ce qui peut t'arriver dans la vie où en fait, ouais, voilà, tu peux être très amoureux d'une personne et puis quelques années plus tard, ben, tu as changé, tu as évolué, tu as plus du tout les mêmes relations et c'est vrai que c'est quand même super étonnant, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire. Bah, en fait, c'est vraiment pour le coup, j'aime pas le terme parce que c'est galvaudé aujourd'hui, mais la prise de risque par Mm. rapport à un personnage qui était à l'époque l'étendard de Marvel, d'arriver à le faire vraiment changer le côté moins, comment dire? Il y a aussi moins d'humour, comment dire? Que chez Ditko. Moins de scènes, Mm. vraiment, Mm. avec du comique vraiment un peu visuel comme ça. Il y en a toujours, notamment dans les blagues de Spider-Man, mais il y a aussi un côté, je sais pas, il y a un côté il y a un côté plus super héroïque, plus Mm. que tu attends en fait de combats de super-héros. Les combats sont beaucoup plus, amples que chez Mm. Ditko où tu as vraiment l'impression que ça se passe dans une pièce et qu'ils se défoncent Mm. avec des gangsters, mais que ça se déroule à chaque fois dans une pièce vraiment, Mm. exiguë. Là, c'est ils se battent sur les toits avec le vautour et le Kraven, Mm. c'est dans ces épisodes-là qu'il y a Kraven qui intervient dans une fête, Ah ouais, Ouais. dans une fête, La, 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 la fête la de fête départ de de, départ The de Flash. Flash Thompson Flash. qui part Mais à la ça guerre. aussi, ouais, Mm. effectivement, il y a aussi Flash Thompson qui était hyper important dans les épisodes de Ditko et Mm. là qui va effectivement, il est remplacé par Harry Osborn et tu vas avoir l'arrivée aussi, comme tu dis au Daily Bugle, à la place de Frédéric, Foswell, tu vas avoir, T'as Robbie. Robbie Mm. Robertson, ouais, qui débarque. Qui est aussi un changement, qui marque les changements aussi de société parce que tu as un personnage noir Mm. important, dans une série Marvel, je crois. C'est un peu l'un des premiers. Il faudrait vérifier en fait si c'est avant ou après l'arrivée de Black Panther dans les Fantastic Four, Mm. mais voilà, c'est un personnage régulier noir dans un des comics les plus vendus, qui, il faut le rappeler quand même, dans un pays où ils ont encore, ils sont en plein débat des droits civiques. Mm. Ça peut poser problème, par exemple, pour la distribution de comic book dans les États du Sud. Et Mm. Donc puis ils ils ont t'en font pas. vraiment, pour le Et, coup, ils ont vraiment posé, leur couille sur et, la table, quoi, et puis avec, ouais, pour le coup, Robbie, c'est pas un autre photographe, c'est pas le PJ, ouais, Mm. c'est c'est le le patron. directeur, enfin c'est quasiment le Ouais, patron, quoi, sous Jonah. ouais, ouais. C'est le mec en plus qui, alors peut-être pas au début, je me rappelle plus trop, mais qui peu à peu devient carrément une caution morale par rapport à Ouais. Mm. Jonah. Mm. Et ce Mm. qui est, Mm. et en plus, et ce que je trouve en plus est super bien pensé, parce que d'avoir tel personnage, ça permet que Jonah puisse avoir encore plus, de plus en plus ses outrances. Mmh. Je trouve qu'il joue bien. Enfin, Ouais, Jonah sans que ça Robbie, fasse, ça fonctionne toujours bien. ouais, ouais, sans que effectivement, il peut continuer à être effectivement outrancier, puis à balancer enfin, n'importe quoi dans ses éditos, sans que ça Mm. fasse, sans que ça tombe dans la caricature, en Mm. fait, et puis sans que ça fasse dans la répétition. Parce que tu as quand même Robertson qui est là pour, en fait, pour que le Daily Bugle publie quand même des vraies C'est ça, informations, à un moment donné. c'est ça. Mm. C'est exactement ça. Ouais. C'est heureusement qu'il est là pour faire tourner la boîte, lui. Ouais, voilà. Non, non, c'est vraiment, vraiment, j'ai été, comme je disais, moi, c'est une période, ça fait très longtemps que je l'avais pas lu, et, et c'est rigolo parce que je crois qu'un de mes premiers comics
que j'ai lu quand je me suis vraiment mis, c'est avec Romita, puisque c'était le Strange Special Origin pour les 30 ans Ouais. du personnage. Et dedans, tu avais une histoire de Romita qui était Mm. une histoire en hommage à Gwen Stacy. Ouais, Donc ouais, c'était très belle, l'histoire ouais. de Gwen par Mary Jane. Et Ouais. c'était dessiné et ancré parce que ça aussi, je trouve qu'en fait, Romita est encore plus beau quand il s'ancre lui-même aussi. Mm. J'aime beaucoup. Et cet épisode qui fait quoi 4-5 pages, même pas. Mm. Mais tu as toute la narration magnifique. Enfin, moi qui Mm. connaissais peu toute l'histoire de Spider-Man et tout, ça m'a appris énormément de choses. Et c'était passionnant à lire encore aujourd'hui. Je me suis relu il y a quelques heures avant qu'on fasse cette émission. Pareil, ça se lit mais magnifiquement. Et juste derrière, à l'époque, donc Vive les bouquinistes, il y avait les albums de l'Araignée. Mm. Et pour le coup, c'était la fureur du Rhino. Voilà. Ouais. Avec, justement, et c'est comme ça que tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est mortel. Ouais, parce que Ouais, Lug ressortait les classiques de Spider-Man en grand format dans les ouais, albums de l'Araignée. Et ça, effectivement, c'était le meilleur point d'entrée pour découvrir Spider-Man parce que tu avais les meilleures histoires en format géant avec le papier adéquat, la colorisation adéquate, les traductions adéquates. Et ah ouais, c'était. c'est sans commune comparaison avec les intégrales de Panini, hein, qui ont quand même des petits problèmes de Ils avaient traduction. quand même enlevé encore des épisodes. Le lézard, ça ne passait pas encore à ce moment-là. Oui, Ouais. par contre, effectivement, la censure était toujours là. Mais c'est un peu ces épisodes-là, l'exemple à suivre, c'est comment écrire du bon Spider-Man, en fait. Hein, parce que Ouais. Ouais. t'as la vie privée de Peter Parker qui sait pas entre quelle femme choisir. Il y a de l'évolution quand même dans sa vie, puisqu'il il va quand même s'éloigner de Tante May, Mm. que les scénaristes actuels ont quand même bien du mal à faire. Pareil, quand on parlait de Betty Brandt, la fin de sa relation avec Betty Brandt, c'est effectivement c'est mature, c'est bien écrit, c'est cohérent, ça coule de source. Ils pourraient prendre exemple sur ça s'ils veulent vraiment séparer Peter Parker de Mary Jane. Il n'y a pas d'histoire de terre parallèle, de voyage dans le futur, de contrat avec Mephisto ou je sais pas quoi pour terminer une relation amoureuse, quoi. Ouais, c'est juste, Tu peux en tu fait, peux on le a faire plus rien à se naturellement dire. aussi. Ouais, voilà. Finalement, ça marche pas. On se revoit bientôt. T'es pas obligé de bouleverser la réalité de l'univers Marvel pour C'est conclure encore leur relation. C'est encore une époque où tu pouvais te dire qu'en fait, la vie de Peter va continuer, il va continuer l'université, il va se marier, il va trouver un boulot, il va se marier, il va rester. Enfin, t'imagines pas encore à cette époque, en fait, tu dis par rapport à aujourd'hui, où de toute façon, à un moment, tu bloques sur. Soit tu arrêtes la série et avec une évolution du personnage, à un moment tu mets end, soit tu sais que ça va continuer, mais que dans ce cas-là, foncièrement, le personnage doit rester figé dans un certain état. Et à cette Mais époque-là, tu sens vraiment que le truc continue, évolue et grandit, quoi. Ah, tu sens qu'ils ont fait le tour de la question sur certains trucs et qu'ils décident de passer à autre chose. Hein. mais je crois que ça vient de l'influence de Romita des strips. Parce que dans Terry et les pirates, c'est ça, en fait. C'est quand tu lis Terry et les pirates de Milton Caniff, les personnages, en fait, ils évoluent, ils vieillissent. Terry, il commence comme un gamin et puis ça devient un jeune homme, il entre dans l'armée. Il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages qui se marient, ils ont des romances. Et en fait, comment dire, la narration continue, prend en compte en fait l'évolution à chaque fois du perso. Ils font pas du surplace. C'est un Ouais. Ou peu du retour, du rétropédalage, comme tu ou du peux l'avoir. rétropédalage. C'est comment dire, moi c'est un peu ce que je reproche à cette théorie qui a été lancée, comme quoi, alors c'est visiblement c'est Stan Lee qui l'aurait lancé, on donne l'illusion du changement au lecteur et en fait c'est comme ça alors qu'en fait non, Non. pendant longtemps Marvel ça a été du changement. C'est peut-être pas du changement du tout au tout, mais il y a des changements qui sont progressifs, il y a des changements dans les détails. Sauf que la force de Marvel, c'était pas de revenir continuellement pour effacer en continuellement au fait truc de base. voilà, tu avais une progression et tu en fait les auteurs qui arrivaient essayaient d'avoir une progression logique par rapport à la vie de ces personnages. Les prenaient comme si c'était des personnages qui avaient vraiment une vie qui existait. Et alors après, je comprends qu'au bout de 30-40 ans, ça commence à être compliqué à suivre, mais en fait, c'est le taf, quoi. C'est le taf de C'est là faire le challenge. progresser c'est le challenge, ouais, c'est le challenge.
Bon, de après savoir. aussi, maintenant, il y a tous les problèmes aussi de merchandising, de licensing. Tu peux pas Mm. changer un personnage parce que tu as des jouets, tu as des têtes d'oreiller, Mm. tu as le film, tu as ceci, tu as cela. Mais c'est vrai que Spider-Man, pendant longtemps, et je pense que ces épisodes-là, ils sont super importants parce que c'est des épisodes effectivement qui montrent la marche à suivre Mm. pour faire progresser Spider-Man de façon à la fois très rapide et en même temps très mesurée dans les épisodes. Mm. C'est des petites touches par épisode. Mais pendant longtemps, Spider-Man, ouais, ils n'ont pas eu à changer le costume ou ils n'ont pas eu à changer. Ils ont un Mm. peu mis le costume noir et blanc dans les années 80, mais c'était vraiment pour une storyline précise. Mm. Mais ils ont quand même réussi à faire progresser le personnage. Et puis à un moment donné, ils se sont retrouvés avec le mariage et comment dire, Michelini s'en est bien tiré. Et Mm. après, on dirait qu'ils ont baissé les bras, qu'ils n'ont pas voulu en fait essayer Bah, comment dire, ouais. Ils ont blacklisté l'idée de divorce, hein, j'ai l'impression. Parce que je veux dire, la suite logique, Ouais, c'était de faire un divorce, quoi. Mais, Ouais, ou le bébé, ou un enfant. ou ouais, un enfant, ouais. ouais, Mais, ouais, Spider-Man papa, ça aurait eu Ah son oui, sens, hein. je pense que autant il y a quelques temps, j'aurais dit bah non, mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis bah, en fait, ça fonctionne. Et peut-être parce que il y en a, t'as des. Slot avait montré, enfin avait fait avec une mini-série justement une famille Ouais, avec l'enfant, et tu te dis, et où il y avait eu le Spider-Girl dans une Terre Mm. alternative. Bon. ouais, ouais. Mais finalement, tu te dis, ouais, je pense que ça fonctionne. Après, ils ont toujours je sais Mhm. pas pourquoi ça peut bloquer, mais peut-être qu'en effet, tu as toutes les considérations économiques qui font que Ouais, mais on pense qu'il faut figer le personnage dans Mm. un. moi, je pense qu'il y a des considérations éditoriales aussi, parce que Spider-Girl, ça a beaucoup marché. Ça a Mm. Ouais. très bien marché, en fait, sauf qu'ils l'ont jamais mis en avant. Parce Oui. qu'ils étaient embêtés avec cette idée qu'il y avait une série qui marchait bien avec May Parker et que Mm. ça contredisait un peu le fait que le mot d'ordre, c'était de dire ouais, non, mais en fait, Spider-Man, il faut qu'il soit célibataire, il faut qu'il soit Mm. jeune, il faut qu'il soit Mm. ceci, cela. Et en fait, je sais pas, en fait, c'est prendre le problème à l'inverse, en fait. C'est prendre le problème du mauvais côté parce qu'en fait, la vraie force de Spider-Man, c'est pas forcément d'être jeune, puisqu'on le voit bien. Il est resté au lycée le temps des années de Steve Ditko, et même Steve Ditko, à un moment donné, il s'est dit on peut pas le laisser au lycée Mm. en 7 ans, il faudra bien qu'il aille à l'université à un moment donné. Mm. Et il le fait passer à l'université. Donc en fait, le créateur en tout cas le co-créateur de Spider-Man, et enfin les deux créateurs, puisqu'il y avait aussi Tani dans le coup, ils Mm. avaient déjà dans l'idée de le faire mûrir et de le faire passer à l'âge adulte. Donc c'est pas déconnant en fait de continuer à le faire passer à l'âge adulte. L'important avec Spider-Man, c'est que le personnage soit proche de nous. C'est-à-dire qu'il ait Mm. les réactions. Et dire que ouais, des gamins, ils ont envie de lire juste sur un ado parce que ils sont ados, bah non, en fait. C'est-à-dire Mm. que t'as plein de personnages que tu aimes bien, qui te ressemblent pas, qui sont pas à l'école. Enfin, moi, je sais que Mm. très honnêtement, quand j'étais gamin, je voulais pas lire des, des, des choses sur des héros qui allaient à l'école, quoi. Moi, Bah oui, ça me oui. gavait, quoi. Je Et préférais. puis tu vois bien, enfin quand tu vois les 4 Fantastiques, l'arrivée de Franklin Ouais. a fonctionné Mm. quoi. Enfin, c'est Mm. Mm. foncièrement ça fonctionne aussi quoi. On en revient à ce que tu dis, hein, c'est une question aussi de savoir écrire, de savoir penser le truc. Et ouais, il y a de l'audace aussi, hein, c'est Spider-Man. En effet, moi ce que j'avais toujours trouvé génial quand je lisais, c'est le fait de dire il commence au lycée, il y a l'université, il va se marier, et puis ouais, c'est ses considérations. Foncièrement, Spider-Man, il se définit par le fait de rencontrer des difficultés, Mm. d'être écrasé par elles parfois, d'être face à des dilemmes, en fait. C'est surtout ça, Mm. Ouais. d'être face à des dilemmes liés à ça, et de prendre et de faire le choix et de voir un peu comment ça peut fonctionner. Et ça, ces questions-là, bah, tu les as toute ta vie, quoi. Mm. Ouais, et c'est ce que montrait aussi Roger Stern. Tu Hum, vois, Mm. Roger Stern, bah, il a aussi passé à un autre stade, puisque ouais, dans les épisodes de Roger Stern, il lâche l'université ouais. pour Mm. devenir un freelancer à temps plein. Tout à Mm. Donc, fait. et on se disait que ouais, il avait sûrement en tête de faire quelque chose. Alors il est parti justement parce qu'il voulait pas mettre Mary Jane
et Peter ensemble. Mais Mm. si tu replaces en fait dans le contexte, il a plutôt raison parce qu'en fait lui il dit bah non, il vaut mieux continuer à ce que Mary Jane elle lui casse ses coups et continuer à faire puisque au moins comme ça ils peuvent faire progresser, ramener des nouveaux personnages féminins, Mm. le faire continuer dans sa vie d'adulte. euh, et voilà, et c'est comment dire, en fait c'est j'ai l'impression que là ces dernières années, tu vois, sur Spider-Man, ils ont trouvé comment faire progresser Peter, sauf qu'ils l'ont trouvé dans autre chose que dans la vraie série Spider-Man, c'est avec Mm. Miles Morales. Mm. C'est-à-dire que d'avoir un deuxième Spider-Man qui prend sa place, lui en tant que mentor, et lui qui peut lâcher enfin comment dire, le poids d'être Spider-Man et Mm. s'occuper de sa famille, c'est ce qu'il fait dans le Spider-Verse. Sauf que en fait, c'est un Spider-Man d'une terre parallèle différente, et le Miles Morales. Alors qu'en fait, il l'aurait fait dans la série, en fait, tu Mm. sais, faire Mm. avoir un sidekick qui Mm. reprend Le et puis flambeau derrière lui. qui Mm. reprend le flambeau et lui qui devient, tu vois, papa. Franchement, honnêtement, c'est mieux que tout ce qu'ils nous ont fait ces 20 dernières années, comme tu dis, avec Mephisto, Spider-Man qui Mm. arrête pas d'être, Peter Parker qui arrête pas, surtout d'avoir la loose, quoi. Et Mm. où tu te dis, le mec, c'est un handicapé social, quoi. Par moment, Mm. Ah ouais, bah dans il les est- derniers épisodes là qui sont sortis par Zeb Wells, ça, ouais. il est Je veux vraiment bien limite qu'il ait quoi, Peter Parker quoi. ouais, je veux bien qu'il ait de la malchance, qu'il y ait la Mm. Parker Luck ou je ne sais quoi, mais même la Parker Luck, franchement, c'est un truc qu'ils ont inventé au débeauté, hein. Parce Ah Ouais, ouais. que mais quand je Non, lisais c'est quand pas. j'étais gosse, j'avais pas l'impression que Peter Parker c'était un loser, hein. non, 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 bah non, Peter puisqu'il arrivait Parker, c'est il toujours avait à. Peter Parker, il avait des problèmes normaux, Mm. en Mm. fait. Et c'est juste que les problèmes normaux, bah, c'est déjà des problèmes en soi. T'as pas besoin de lui rajouter, tu vois, de le faire devenir SDF, en fait. Le Mm. faire simplement, ce qu'ils ont fait là quand il devient multimillionnaire, Mm. qui dirige une boîte et puis d'un coup, il est fauché. C'est tellement énorme que tu te dis, Mm. alors c'est les mêmes qui te disent il faut qu'il soit proche de nous, mais ils en font Mm. un simili Tony Stark. Donc Ouais, 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 non. c'est ça. Non, non, je Mais sais, je trouve que ouais. c'est pas. T'as le jeu vidéo aussi de Oui, Sony. Je vais bah être ouais, curieux ouais. de voir la suite. Qui pour le coup, pareil, il osait un coup de dé dans le sens. Moi, ce que j'ai apprécié dans le jeu vidéo, c'est d'ailleurs le traitement de Mary Jane où bon, ils t'en font pour le coup une journaliste. Et Ouais. le fait que le jeu vidéo se passe justement, il est Spider-Man, tout ça. Mais là où je trouve que ils osent aussi une évolution, c'est le côté de se retrouver face à des dilemmes classiques qui est est-ce que je dois sauver une personne ou que j'aime ou je dois en sauver toute la ville, la Mm. personne qu'il aime étant Tante May. Et le jeu osant à la fin de le fait que Spider-Man va sauver la ville en sacrifiant Tante May en fait, il y a un Mm. médicament qui fait qu'en gros, le médicament, si tu le synthétises, ça va sauver tout le monde qui sont atteints dans la ville, sauf qu'il faut du temps. Sauf que la tante May, qui est tout de suite malade, a besoin du médicament tout de suite, et si tu lui donnes, tu peux plus le synthétiser. Donc Mm. il est obligé de sacrifier, bon, sachant qu'elle est consentante, puisqu'elle elle lui dit elle-même. Mais pour le coup, il y a vraiment aussi cette envie de dépasser, de le faire grandir, toujours en étant face à un dilemme. Mais là, pour le coup, on laisse de côté un personnage historique et on va voir après comment ça va faire plus tard. Il y a aussi une évolution qui est bien pensée de essayer de lâcher de ces personnages, quoi. Bah, Et ce que tu disais par ouais, rapport avec Miles Morales, bah, ça me fait penser un peu ce que chez DC ils pensent, ils arrivent à faire avec Flash, quoi. C'est mm. arriver à transmettre avec Wally, avec Jay Garrick, avec la famille Wally West et ainsi de suite, quoi. Pour le coup, ils arrivent vraiment à créer toute une fratrie de personnages où chaque personnage, dont le central, arrive à continuer à évoluer et et à grandir sans être figé dans son costume, quoi, on pourrait dire. Bah, en plus, ils avaient fait, faisons comment dire, imaginons complètement qu'il n'y ait pas eu cet univers Ultimate et qu'il l'ait fait en Mhm. fait dans l'univers Oui, total, en fait, d'avoir un Spider-Man qui arrive comme Miles Morales et qui prend la place de Peter Parker. Alors, je dis pas forcément de tuer Peter Parker, mais de le faire plus. En fait, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Ben Reilly c'est ce que j'allais dire. Mm. dans les années Ah, 90, sauf qu'ils le remplacent par un clone et en fait, ça ne marche pas.
Là, Mmh. le fait, avec Miles Morales, d'avoir un Spider-Man plus jeune, inexpérimenté, hem, ça aurait été plus, 1 plus positif et 2 plus logique et c'est vrai que, mais tout aussi surprenant. C'est-à-dire que, Mmh. tu aurais quand même eu le héros numéro 1 de Marvel qui raccroche les gants et on voit bien pourquoi c'est pas possible parce que tu es obligé d'avoir un comic Spider-Man avec Peter Parker dedans, pour que le personnage y ressemble, au personnage qui est licencié. Mais je sais pas, c'est de toute façon, on est passé en fait ces 10 dernières années, 15 dernières années à un stade où, c'est tellement le foutoir en termes de continuité partout Mmh. que, Mmh. de toute façon, heu, comment dire? Le personnage, il a perdu déjà pour moi de cet attachement. J'ai beaucoup aimé la période Brand New Day avec, pour le côté un peu justement storyline qui s'emboîte, les Mmh. différents scénaristes, le côté un peu new-yorkais de la chose. Il y a quand même un truc qui est cassé à partir du moment où tu Mmh. fais le mariage avec Mephisto. Mmh. C'est-à-dire que, j'ai beau pas être grand fan de la période Straczynski, au moins le traitement de Peter et Mary Jane, la façon dont il les écrit et dont il fait, Peter, Mary Jane, Tante May, le ça pour moi, ça se rapproche plus du vrai Spider-Man entre guillemets que, il devient prof, Mmh. heu il est responsable, il a des responsabilités. Bon, tout son bazar avec les totems et les trucs comme ça, je trouve ça, complètement hors sujet, mais à rigueur, pourquoi pas, tu vois? Enfin, Mmh. au moins ça change, c'est différent, il y a un truc un peu mystique. Mais une fois que tu ramènes Mephisto, dans l'équation, que tu as, c'est complètement cassé. Il casse Mmh. en fait, il casse le jouet, quoi. Il peut plus être, heu enfin, on sait quelque Ouais. chose de lui que lui ne sait pas, en plus. Mmh. Plus ça fausse complètement la relation que tu as Mmh. avec Alors Peter moi, j'ai Parker. jamais lu les épisodes avec Mephisto, mais ça veut dire qu'il a conclu un pacte avec Mephisto alors, à un moment Mmh. donné, en fait? Et en C'est fait, Mary Jane. C'est Mary Jane qui a conclu le Mary pacte? Jane, ouais, D'accord. en fait, il conclut. En fait, c'était parce que Tante May s'est fait abattre, blessé Mmh. mortellement lors de. de Civil War. Parce que Mmh. dans Civil War, donc Ah, il révèle son Tante identité. May qui était déjà morte une fois quand même, ou 2. Oui, bah non, c'était une actrice. 2. C'était une actrice Mmh. de. Ah Ouais, oui, ouais. oui, j'oublie. Oui. Ouais. Et Il du y en a coup, une dans où elle a Civil été War. capturée par le Mmh. cambrioleur. Ouais, Ah ouais. ouais. Et donc dans Civil War, Parker donc révèle son identité à tout le monde. Donc les gens veulent, les Mmh. ennemis veulent Oui, oui, le voilà, tuer. il fallait faire oublier son identité aussi, Tante May se fait Mmh. abattre et du coup, il veut tellement pas qu'elle meure que finalement Mephisto lui dit: «Écoute, je peux, la sauver, Mmh. mais en échange, je veux quelque chose, de plus fort qui est l'amour de votre mariage». Enfin, c'est un Mmh. truc de fou. Donc en gros, c'est, tu renonces à Je ce veux faire ce mariage que Joe et Quesada a décidé. Mmh. voilà et Tante May sera vivante et du coup, à ce moment-là, OK, bon, dernière journée ensemble, lui et Mary Jane. Et le lendemain, en fait, le truc, c'est que Tante May est vivante, mais en fait, c'est on revient en arrière. En gros, c'est euh, elle est vivante. Parker, en fait, Harry Osborn revient, qui Mmh. était mort. En fait, c'est comme si tu revenais 30, peut-être pas 30 ans, mais seulement 20 ans en arrière. Bah, Mmh. 20 ans, en gros, avant le mariage et tout ça, quoi. Sauf que c'est, au présent. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, Sauf ils que c'est au expliquent qu'ils ont jamais été mariés. Voilà, ah Harry oui, Osborn, il est jamais mort, tu sais pas pourquoi, mais il est là. Mmh. ouais. Et Et le truc, c'est que même Parker le sait pas. En gros, c'est comme et si ouais, ouais, c'est ce que ouais. dit, voilà, Isaac, c'est que toi, en tant que lecteur, tu découvres un nouvel, postulat, Mmh. mais personne, dans ces comics ne le sait, en fait. Donc c'est comme si tu lisais une nouvelle série Spider-Man à ce moment-là, quoi. Donc Mmh. c'est, et forcément foncièrement, ça casse tout, quoi. Même si c'est vrai que la période qui suit, avec le recul, c'est vrai qu'elle est assez agréable à lire, mais sur un autre postulat. Enfin, c'est totalement, Ouais. totalement loupé. Et du coup, Tu te tu dis tu surtout à tout moment que en fait, tout peut être invalidé. oui,
Oui, c'est ça. C'est Et ça c'est le. et c'est dingue parce qu'en effet, c'est prendre, c'est cracher sur justement cette idée de Parker, il a des dilemmes, mais il assume ce qu'il il va faire un choix, mais il va assumer ce choix après derrière. Il se casse pas en courant justement, parce que justement se casser en courant, il l'a fait une fois et son oncle est mort. Donc Ouais. foncièrement, Spider-Man, Ouais. il ne fuit pas. Spider-Man ne fuit pas en fait. Il va être face à l'idem, il va souffrir face à ça. Il serait très bien qu'il aura, même si c'est le choix entre deux mauvaises solutions, mais il fera le choix et il gardera le truc quoi. Ouais, du coup, un mec qui renonce jamais, c'est ce qu'on retrouve dans les épisodes de Romita, justement, Mmh. où on a visiblement ce Peter Parker qui est confronté à la fois à ces problèmes de la vie courante et à l'explosion de super vilains qui arrivent dans tous les sens, quoi. Et Ses la grippe. anciens ennemis, la grippe, un bras cassé, Ouais. Tante May qui est malade, Mmh. Gwen Stacy qui répond pas à ses avances, Mary Jane qui est pas très sérieuse. Ouais. J'aime bien Cette comment histoire. Mary Jane l'accompagne, la première fois pour aller voir, le rhino. Mmh. En fait, Ouais. il se dit: «Ah c'est super, j'ai pas besoin de trouver une excuse en fait, parce qu'il voit l'attaque du rhino à la télé Mmh. et du coup, c'est Mary Jane qui dit: «Ah ouais, il faut absolument qu'on y aille». Ce qui sera expliqué des années plus tard Mmh. par, Jerry Conway quand il expliquera que, Mary Jane, en fait, elle sait depuis le début que Peter Mmh. Parker, c'est Spider-Man et en fait, Mmh. elle fait semblant tu vois, de vouloir aller, sur le lieu d'action parce qu'elle sait que Peter va devoir intervenir, quoi. C'est une Mmh, mmh, super mmh. idée, Et ça. bah, à la relecture, en fait, ça tient. Quand tu lis Et les ouais, Ouais. épisodes justement de et Romita, ouais, c'est pour ça que je trouvais que pour le coup, c'était une super idée parce qu'elle tient, c'est vraiment, comme tu dis, quand tu relis, tu te dis: «Non mais l'idée tient, c'est pas sorti du Mmh. chapeau, allez Ah, on parce qu'elle lui fait enfin». pas de reproches quand il disparaît des scènes de crime ou d'action. Ah ouais, mmh, Ouais. c'est vraiment l'idée, enfin rétroactivement qui fonctionne bien. Tu te dis pas à un moment: «Non mais là ça bloque, ça passe pas». Si, en fait, ça passe très bien, elle sait depuis le début. C'est très bien. j'aime bien aussi l'espèce de rivalité qu'il y a entre Gwen et et Ouais, Mary Jane, qui s'installe comme ça tout doucement. ouais, Ah ça qui est donc, j'imagine. tiré des Archie Comics Ouais, de Betty et Veronica, ouais, ça Ouais, je qui se passaient pour Archie mmh. Andrews. Archie qui est Flash Thompson, en fait. Ouais, qui est ouais, ouais, c'est un méchant, un méchant C'est un Archie. méchant Archie, Flash Thompson. Ouais, le gentil ouais, Peter. mais c'est trop vrai en plus. C'est trop On n'avait jamais vu ça comme ça. ouais, ouais. Le J'aime le bien, il y a le retour de et puis je trouve qu'il arrive bien, Romita, à reprendre un peu les personnages donc il crée des nouveaux super vilains. Mmh. J'aime bien, le Shocker, je trouve qu'il a un Ouais, super ouais. look. Le Shocker, le Rhino, moi j'adore l'arrivée du Rhino, Ouais, 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 ouais. qui vient depuis le Mexique à pied, jusqu'à New York. Ça rappelle un Ouais, peu, même l'arrivée de plus grand, Doomsday ou de ouais, trucs comme ça, quoi, ouais, ou du et Fléau. la radio. ou du Fléau, ouais, le mec inarrêtable. Mmh mh. Ouais, tu l'entends à la radio, Moi oh, le mec j'aime bien s'approche. le Rhino parce que c'est le mec qui fait: «C'est bon, vous m'avez rendu intelligent, maintenant je vous bute tous». Ouais, ouais, c'est ça aussi, ouais. Ouais Moi j'aime bien ça. Ça et fait puis ouais, c'est très je trouve qu'il flingue pas les personnages de Ditko. Les Non, vilains de Ditko, ils sont cool, quoi. Même ouais, Kraven, je le trouve même légèrement mieux, sous Romita que ouais. sous Ditko, là, Bah, quand il même le devient lézard, hein. Mmh. ouais, le lézard, de toute façon, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment, le genre de perso que j'aime pas du tout, Mmh. le 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 monstre Et malgré lui, c'est j'aime bien comment il se fait se mélanger les intrigues avec les méchants, hein, parce que ouais, tu as vite fait des épisodes où d'un seul coup tu as 2 méchants au lieu d'un, mmh, John Jameson et en même temps le Rhino, après Kraven et le vautour, ouais, ça c'est ce c'est qu'ils essayent de faire un peu dans le Spider-Man 3 et dans les mmh, mmh, de mais c'est que pas, qui ouais, c'est pas aussi c'est pas réussi, mais aussi tu vois fluide que dans que les ouais, tu vois qu'ils ont vraiment, que Rémi, il a vraiment, ouais, bon, fait tu cette sens oui que période-là. c'est vraiment les épisodes, Ouais, références, hein, parce le qu'il y a nouveau même vautour aussi, c'est,
Ouais, le nouveau vautour, ça ressemble vachement à ce qu'il pourrait faire Rémi. Puis t'as une baston sur un immeuble en construction comme le Mm. troisième. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment. Ouais, et puis la version de Tante May, c'est la même Ouais. Et que puis dans il a les la épisodes. moto. Ouais. Moto, Il a la j'adore. moto. Ça devient un motard. Ça devient. C'est un vrai punk, quoi. Ouais. D'ailleurs, il a peur de le dire à Tante May, puis Tante May, en fait, elle s'en fiche complètement. Mais Tante May qui ça, va habiter avec Emma le truc, Watson, c'est ça? ouais, le Anne truc que Watson. j'aime bien, Ouais. quand il a toujours ses peurs face à sa tante et qui lui montre à chaque fois qu'en fait, elle est plus Oui. forte que ce qu'il pense, quoi, tu vois. Le côté de ah bah je vais habiter ailleurs, comment je vais le dire à tante May, au final, c'est elle qui se dit non, mais c'est moi qui pars. Ouais. Ouais. J'en ai marre, c'est trop grand, on va habiter La- dans la- une. L'arrivée l'arrivée de Harry à l'école avec son père qui l'accompagne, mais c'est vraiment le Ah San oui! Remo. Mais alors là, Ouais. j'ai jamais Ouais. fait gaffe, mais là, c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est Oui, c'est mais il y a plein de petites scènes comme ça. Bah, de ah toute ouais. façon, la reprise la plus, Ouais. comment dire? La plus connue, c'est quand même dans le 50, Spider-Man No More. le Spider-Man No More, avec le costume dans la poubelle, hein. Ouais. Bah, t'as ça. En image iconique, t'as aussi le bouffon vert qui trimballe Spider-Man, qui est à moitié en habit de Peter Parker et à moitié avec le costume déchiré. Trop bien, c'est trop bien. Ouais. La révélation c'est- de comment est-ce qu'ils expliquent un peu tout le bazar de Norman Osborn, c'est Ouais. vachement bien fait. Et le Mhm. fait que et en plus, il apporte l'idée que il est pas tout à fait net dans sa tête. Le Mhm. truc qui va vraiment servir sur 40 ans, et c'est super bien. C'est super bien foutu en fait par rapport au. Parce que je pense pas que c'était vraiment ce qu'avait Ditko en tête, mais l'idée que le bouffon vert, en fait, c'est la personnalité maléfique de Norman, Mhm. que Norman, il était quand même pas sympathique, mais la description de Norman avant qu'il pète les plombs, c'est déjà vachement bien, tu sais, quand il emmène Harry au match de baseball, et en fait, Oui. il parle pas avec Harry. Ouais. Il dit, oh, viens, on regarde le match de baseball. En fait, il est persuadé, et dans le narratif, en plus, ce qui est fort, c'est que dans le narratif, donc toi, tu vois la scène comme elle a été, c'est-à-dire avec Harry qui essaie désespérément de discuter avec son père, mais l'autre, il calcule pas. Et dans le narratif, tu as Norman Osborn qui dit: «J'étais un bon père, j'ai tout fait pour Ouais. lui», il est complètement perché, et en fait, finalement, c'est pas, tu sais, pour les critiques qu'il y a souvent sur les comics des années 60 qui plongeraient pas dans la psyché des personnages, mais ça raconte quand même pas mal de choses sur, la paternité, sur, tu vois, ça sent le vécu, quoi. Ça sent le vécu avec le père businessman qui va pas, qui a plus de temps pour s'occuper de ses mômes, et c'est fait en utilisant vraiment astucieusement, en fait, cette idée de flashback d'origine de méchant, tu vois? Et C'est c'est hyper, pour le coup, moderne. Parce que nous, mmh, comme tu dis, tu lis ça aujourd'hui, et pourtant ça fonctionne, mais à l'époque, tu te dis, on est quand même face à un conflit générationnel qui est important. C'est-à-dire des mecs comme ouais, Norman, c'est des gens qui sont quoi? Ils sont nés dans les années 20. Les années mmh, 20, c'est les mecs qui ont Mhm. connu la crise de 29, c'est les mecs qui se sont bâtis là-dessus, ils se sont mangés la Seconde Guerre mondiale. Et derrière, on a des enfants qui sont justement des enfants de fin de cette guerre, enfin qui sont nés pendant la ouais, guerre, mais qui sont en fait des enfants qui ont connu l'âge d'or, on va dire, américaine, mais qui ont aussi des demandes que n'ont pas eu leurs parents parce que ces parents-là n'avaient pas le mmh, choix. Et du coup, ce qui fait, qui pour moi est aussi une des clés du succès de Spider-Man, parce que ça répondait probablement à une demande d'un lectorat qui c'est n'avait vrai, pas de ouais, personnages qui leur ressemblaient pour le coup à ça, Mhm. quoi. Et du coup, ça fonctionne super bien parce qu'on te montre quelque chose qui, hem, qui avait pas avant. Enfin, je veux dire, je pense ouais, pas que ce soit des problématiques et c que des jeunes des années 30 ou 40 avaient vis-à-vis de leur père. Ils étaient pas dans cette demande-là. Ça fonctionne, enfin, tu mais avais pas des modèles pour ça. c'est vrai aussi que le fait que Peter soit plus jeune, en fait, généralement, que les super vilains qui combat, Mmh, mmh, Mhm. mmh, mmh. en fait, rien que physiquement, tu as déjà ce conflit de génération, en fait, Oui, qui c'est est, vrai. était peut-être moins présent chez Steve Ditko, parce qu'il s'attaquait plutôt à des
comment dire, c'était soit des gangsters, soit des figures plus d'autorité scientifique et de choses comme ça, la science dévoyée, des choses plutôt dans ce genre-là. Et il y avait un plus gros respect, je pense, chez Ditko des générations précédentes, parce que Ditko, il est quand même plus conservateur que Romita. Chez Romita, effectivement, le conflit générationnel est plus accentué avec, que ce soit Jonah, que ce soit avec l'arrivée du capitaine Stacy, Oui. qui est pourtant un personnage un peu plus montré comme positif que J. Jonah Jameson, mais qui va quand même devoir à un moment donné arrêter Spider-Man avec toute l'affaire de la tablette là. Il y a ça aussi, la tablette magique qui est censée te donner la cure de jouance. Oui. Qui est, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, en fait, c'est Ouais. dans les épisodes après où ils poursuivent tous une tablette qui. C'est comme dans La Dernière Croisade, où en fait le Graal D'ailleurs, ça finit comme La Dernière Croisade, où en fait le Silverman, qui est donc le patron de la mafia et qui est lui qui est complètement décrépit, se sert de la tablette pour rajeunir, sauf qu'il rajeunit tellement qu'il est C'est un bébé, réduit. je crois, non? Ouais, Ouais, voilà. il va plus loin, ouais. Ouais, et effectivement, tu as ce côté conflit générationnel. Même dans le Spider-Man Magazine en noir et blanc, la numéro 2, qu'ils ont sorti dans les années 60, il combat un politicien qui est là, qui est pour le coup, qui est genre Nixon, quoi, qui se sert de la télé en fait pour faire comment dire, des appels un peu à la violence, et puis qui prend en grippe Spider-Man. Enfin, comment dire, ouais, il y a ce côté effectivement conflit de génération des années 60 qui est au sein de ces épisodes-là, effectivement, qui est pris en compte. Ce qui est marrant, c'est que Romita, il avait déjà parce que Romita, il a fait la guerre de Corée, je crois. En tout cas, il a fait son service militaire pendant la guerre de Corée. Si je dis pas de bêtises, il a été en tout cas appelé sous les drapeaux, et il est né en 1930. Donc ça veut Ouais, il avait dire que quand il 35, fait 36 ans, quoi. 35-36 ans, ouais, quand il Ouais. est et son fils, attends, je regarde juste la date de naissance de John Romita Jr., ça serait aussi intéressant de voir. Tu vois, il avait 10 ans. Mmh. John Romita Jr. quand Romita dessinait Spider-Man. Donc tu vois aussi que ouais, il se pose peut-être aussi la question, il sait peut-être, tu vois, de se poser la question de qu'est-ce qui va se passer pour mon gamin parce que c'est quand même une période de gros bouleversements, hein. Qu'est-ce qui va se passer pour mon gamin dans les prochaines années? Ouais, c'est intéressant en fait. C'est On est intéressant. tu vois le truc, c'est jamais dit, enfin, en tout cas dans les épisodes que j'ai relus, enfin, Flash à l'armée, tu sais très bien que Flash doit partir au Vietnam à ce Ouais. moment-là. Alors ça pour le coup, c'est assez occulté, mais c'est vrai qu'il peut se poser déjà aussi ces questions-là. Il y a- Enfin, pour le coup, Ils ont fait des épisodes de Flash au Vietnam, mais justement qui est un peu sont des épisodes un peu fantaisistes, en fait, un peu traités mmh, façon Thierry et les pirates. Où en fait, là, ouais, pour le coup, il a fait. Et Romita disait que ça faisait partie de ses épisodes préférés parce que du coup, il s'est complètement lâché. Parce que donc, Thierry et les pirates, ça se basait beaucoup. Il y a beaucoup d'aventures qui se basaient voilà, dans les péninsules chinoises, dans tous ces environnements-là, à Macao. Et tu as ça, c'est dans les épisodes. Je regarde en vitesse, mais je crois que c'est l'épisode où on voit Shashan aussi. Euh, et c'est où Spider-Man va aussi au Vietnam pour retrouver Flash Thompson. J'ai plus les numéros en tête, mais en gros, ouais, c'est cette période-là, quoi. Et mais c'est vrai que oui, les Marvel Comics à l'époque faisaient partie de cette contre-culture. Alors c'était plus comment dire, plus gentil que d'autres contre-cultures qui étaient plus contestataires. C'était la contre-culture un peu plus fantaisiste, un peu plus agréable. Mais ouais, on a quand même, enfin ils font partie d'une époque où ouais, ça bouge, quoi, où ça évolue. Et Ouais, ils sont effectivement inscrits dans leur époque, quoi. ouais.
Ouais, il l'accompagne, il l'illustre, quoi. C'est vraiment. Et je trouve que le fait d'avoir justement un papa, en fait, qui est en train de faire, ces épisodes-là, ça rend les Mmh. épisodes moins vieillots que d'avoir juste de la contestation pour la Mmh. contestation Mmh. et Ouais, ouais. que, du coup, tu as une espèce d'équilibre qui se crée et tu peux regarder ça en ayant effectivement ce décorum qui est là et puis quelque chose qui va au-delà, parce que finalement le comment dire? La description des relations qu'il a avec ses amis, des problèmes de boulot, en fait, cette articulation qui est permanente, là où il essaye de mener ces 2 vies Mmh. de front et ben, enfin, c'est hyper agréable, en fait, à la relecture. C'est Mmh. très, c'est très effectivement le quotidien, c'est ce qui rend le personnage, voilà, toujours très très attachant, quoi. Oui. C'est je sais pas comment est-ce qu'ils arrivaient justement à ce que les épisodes soient très, sensationnels en termes de combat. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin et que je lisais vraiment là où il se bat sur le toit avec le vautour et puis Mmh. qu'il est enrhumé puis qu'il tombe dans les pommes sur un toit enneigé, Mmh. comment dire? La planche, moi je la trouve, hyper dramatique, en fait. Mmh. Et pourtant c'est 3 fois rien, c'est juste, Spider-Man qui combat contre le vautour. Aujourd'hui, ils sont obligés. On avait bien aimé No Way Home, mais tu vois, ils sont obligés d'avoir, le ciel qui s'ouvre, des Mmh. dimensions, parallèles, un combat sur la Statue de la Liberté, 3 Spider-Man, pour faire du drame, quoi. Mmh. Alors que là, c'est juste, Spider-Man qui se frite, en hiver, avec le avec le vautour et il a la grippe, quoi. C'est Mmh. c'est et pourtant tu as la même intensité, je trouve. Ouais, mais ça, c'est quand tu la grippe, tu le comprends vachement. Je pense que tout le monde a eu la C'est Mmh. vrai, grippe, tu Mmh. sais? oui, Et ouais, tu te ouais, dis à quel point, si tu dois aller au t'inquiète, boulot ouais, avec ça, ouais, Mmh. voilà, ouais, ouais, exactement. Exactement. Pas sûr que En tu plus, je crois finisses la journée. Mmh. Ouais, je crois que j'ai déjà en plus, je crois que je les avais lus, justement, quand j'étais à l'école et que j'avais la grippe. ouais, Mmh. non, c'est ça. C'est ces Ah non, épisodes, donc avec un bon rhume et tout, tu dis: «Ouais, ça fonctionne bien, Le hein. pauvre. le pauvre». Non, c'est vraiment génial, Ouais, bon, ça fait partie des meilleurs épisodes de Spider-Man, je pense, bah, c'est ce ever. qui mais c'est ce qu'on dit aussi, c'est, tu te dis, tu penses Spider-Man, tu as l'image du Spider-Man de Romita, quoi, qui apparaît. Mmh. Ouais, C'est, et ça, des dessinateurs, il en a eu et puis il a eu Ditko, quoi, qui l'a créé et tout Mmh. ça, qui a posé aussi, tout l'univers, ouais, fondamentalement, c'est Romita qui est un peu la je veux pas dire iconisé parce que c'est bateau comme terme, hein, mais, je Il sais a pas pas, fait il la a version définitive, quoi. ouais, peut-être, en tout cas, le ah i ouais, clairement, quoi, parce que ouais, la tu version c'est-à-dire qu'il a affiné encore plus ce qu'a fait Ditko et mais je pense que ça tient autant au personnage, enfin, en tout cas, à ce que le dessin tel qu'il le dessine, mais aussi, parce qu'il a créé un environnement, un univers derrière. ouais, Moi, Mmh. si j'aime Spider-Man, c'est pas quand je dis j'aime Spider-Man, c'est j'aime pas que Spider-Man. J'aime mmh, Spider-Man parce qu'il y a Mary Jane, il y a Gwen, il y a Harry, il y a Flash, il y a le Daily Bugle, il y a tout ça. C'est comme ouais, Superman. Si j'aime Superman, si Superman est tout seul, en fait, je veux pas dire que ça m'intéresse pas, c'est faux. ouais, Mais si j'aime Superman, c'est parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Là où tu as d'autres personnages, ils sont intéressants pour les ennemis qu'ils combattent, pour, ce qu'ils sont eux. ouais. Mais, Spider-Man et Superman, c'est parce qu'il y a tout un environnement derrière qui c'est passionnant et que quand Bah tu travailles là sur eux, il faut que tu travailles tout ça aussi. bah, tu vois d'ailleurs, c'est ce qui a planté un peu les Amazing Spider-Man de Mark Webb, parce que du coup, ils prenaient pas le Daily Bugle, Mmh. heu, Mmh, tu vois? Ils essayaient de faire complètement l'environnement inverse de ce qu'avaient fait les Rémy et Mmh. ils se retrouvaient coincés avec, pas grand monde, quoi. Ils avaient mmh, les Mmh. Stacy et le capitaine Stacy, il meurt dès le premier épisode, donc Mmh. tu plus que Gwen et en fait, tu plus rien à faire ils ont ramené Oscorp, mais tu vois, Oscorp, ça fait pas partie, c'est ce que tu Mmh. dis, ça fait pas Mmh. partie de l'environnement de Spider-Man. C'est pas son truc, en fait, d'être dans une Multinationale, multinationale, une grosse boîte qui construit des Mmh. super vilains. Ce Mmh. n'est non, pas c'est ça, ça. en fait. C'est pas ça. Lui, c'est vraiment, il doit avoir un ancrage très réaliste avec des gens qui sont, ses potes, ça doit pas être, ça peut pas être uniquement, Johnny Storm, tu vois, son pote. Mmh.
Il doit avoir comme pote des Mmh. gens normaux, qui ont des problèmes normaux, qui croisent dans un environnement normal. Parce que sinon, Mmh. tu peux pas avoir le décalage et tu peux en fait, ça sert à ce que à chaque fois que les super vilains débarquent, tu tombes Mmh. dans un environnement complètement fantasmagorique et tu as l'impression que jamais il va s'en sortir, quoi. Parce que, Mmh. parce que tu l'auras vu, comment, faire aller au lavomatique, Mmh. Mmh. tu vois, Ouais, nettoyer son ouais. costume, en scred. Tu l'auras vu, s'inquiéter parce qu'il doit rapporter les médicaments à tante May. Mmh. Il doit faire les photos pour le Daily Bugle, sinon il peut pas payer les médicaments pour tante May. Et il y a le Mmh. loyer, et il y a ses examens, et il y C'est a, tu vois, c'est pour ça que le 1er, avec Tom Holland, je le trouve hyper réussi parce oui, il a super bien, Mmh. capté l'environnement lycée, mmh, avec toute cette bande-là et tout et je me rappelle moi qu'un des passages qui m'avait, pour le coup j'étais: «Ah non, c'est fou!» C'est quand il mmh, se bat avec l'espèce de bande, qui sont habillés en Thor et tout ça et qui testent oui, les armes du voture et que dans la baston, il y a tout le magasin où il va régulièrement chercher les sandwichs, tout ça, où tu as Mmh. le mec ouais, qui parle, en disant: «Ouais, sa tante, elle est super bien roulée» et tout ça, qui d'un mmh, coup est détruit et toi tu fais: «Oh putain la vache!» parce que ce magasin et bah, ils l'ont construit avant et ils ont créé comme, mmh, tu vois, c'est le magasin où il vient régulièrement, il est posé, il est dans l'environnement ouais, et ça, ils avaient super bien réussi. Tout comme ils avaient réussi toute la scène où quand il quitte le lycée, il va aider les gens dans son quartier, quoi. mmh, Tu sais, après, à la fin, il appelle, il appelle ouais, ouais, comment Happy Hogan, ouais. Happy Hogan en disant ouais, j'ai aidé telle personne et tout ça. C'est quand que je peux rejoindre les Vengeurs. Enfin, tu vois, et pour le coup, bah, c'est pour ça que je trouve le premier film avec Tom Holland hyper bien réussi. Ouais, Ils avaient pareil, vraiment capté ça, ouais, quoi. ouais. Oui, le fait que, il est sur le toit de la maison de sa copine, parce qu'il veut impressionner, tout l'entourage du lycée Mmh. en faisant croire que Spider-Man, c'est le pote de Peter. Sauf qu'au moment où il est, sur le toit, il voit au loin une explosion, donc du coup, il Mmh. peut pas rester à la soirée Mmh. de Ouais, Spider-Man. ah ça, c'était génial. Ouais, ça c'est Mmh. vraiment, Ah, ouais, ouais, c'est vraiment bien trouvé. Mais c'est ah dans ouais, ouais. dans dans les Sam Raimi, il arrive bien aussi à faire ça Ah avec le oui. côté, tu sais quand il doit aller à la soirée de représentation de Mary Jane, il regarde dans le Mmh. placard, tu as son Le costume costume. et le costume de Spider-Man qui est, tu as son costume cravate et le costume de Mmh. Spider-Man qui sont l'un à côté de l'autre et il doit choisir entre les 2 visuellement, tu vois? Mmh. Ça rend bien. Ce qui est un peu Mmh. dommage d'ailleurs dans les Raimi, c'est que ils étaient tellement concentrés sur, juste sur Mary Jane, la problématique, Mmh. Mmh. heu, que, il se soit pas permis justement de un peu de varier Mmh. les comment dire? Les différents problèmes. En fait, tout Mmh. revient toujours à ce problème avec Mary Jane, alors qu'en fait, le reste fonctionne super bien, tu vois? Mmh. L'idée que sa tante, elle puisse plus payer, le loyer, puis à un moment Mmh. donné, il va la voir, mais elle lui dit: «Mais c'est pas grave, hein, Mmh. je suis pas morte, je vais m'en sortir», Mmh. Mmh. c'est je sais pas, il y a vraiment des bons trucs, mais qui sont toujours, comment dire? Piratés par cette histoire de Mmh. 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 de de Mary Jane et ils auraient dû faire effectivement, il aurait dû aller complètement, je pense, à fond dans ce qu'on voit dans les épisodes, de Spider-Man là, de Romita. C'est-à-dire de revenir avec, l'idée que, il sait pas entre Gwen et entre Mary Jane Mmh. laquelle il Mmh. préfère parce que ça aussi j'aime bien Ah ouais. dans Ouais, ouais. ces périodes. J'aime bien qu'ils se disent il est très attiré par Gwen. Tu Ouais. vois que Mmh. c'est, ça a sa préférence parce qu'elle est plus sérieuse, parce que voilà mais tu sens que, en fait, dès qu'il y a Mary Jane, effectivement, Ah bah, c'est il pense avec sa bite, à ce moment-là, hein. Mmh. C'est faut dire ce qui est, hein. Je crois que c'est un peu, tu sais, c'est un peu c'est celle Mmh. que j'aime, mais c'est celle ouais, aussi qui ouais, waouh, ouais, 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 ça éveille des ouais, choses, hein. Boum. ouais, Mmh. Mmh. ouais. Elle a l'air open. Mmh. Ouais, c'est un peu ça. Je crois qu'il y a Elle a du moyen là. fiat. Ouais. Et non, non, ah ouais, ça j'adore. Ça c'est vraiment des trucs, Ouais. c'est J'aime bien aussi, je tiens à dire que je dois être le seul fan au monde de Blackie Drago. Ouais, Donc moi aussi, j'aime bien. ah bah, c'est le gangster qui pique les ailes du vautour, après lui avoir fait croire Sur son que ouais, sur son lit mort, alors il va lui ouais, faire croire qu'il s'occupe de lui et tout. Tu as ouais. tout le passage un peu, film Mais c'est noir pareil. de Ouais, ouais, ouais film Mmh. du et en gangster et de la
Ouais. Et abus sur personnes âgées, en plus, c'est clairement le truc qui fonctionne toujours. Hein. C'est le nombre d'histoires que t'as encore aujourd'hui. Regardez avec. C'est qui Alain Delon. voilà, c'est ça que j'allais dire avec Ah Alain bon Delon. Ah, tu J'ai connais j'ai pas j'ai Apparemment, il y a abus de j'ai faiblesse. oh là là, Abus de faiblesse de abus de faiblesse, ouais. de sa enseignante sur Alain Delon. Ouais, ben, ouais, je trouve que Blacky Drago en plus, il a vraiment une bonne tête de crapule Ah non, mais et totalement pas. Tu peux lui faire confiance, lui, à la base. ouais et puis le team-up entre le Craven et lui, c'est plutôt pas Ouais. mal, moi, le combat là dans Ouais, ouais, l'espèce ouais, de c'est Ouais, vraiment ouais, cool. ça c'est mythique, ça. ouais, ouais. Ouais, Ouais, j'aime parce qu'on bien. parlait des grands combats de Spider-Man sur les toits et tout, celui-là, il Ouais. reste Ah, gravé il dans est la mémoire. Hein. Ah ouais, ouais. Bah, les combats de Romita, moi j'aimais Ouais. beaucoup les combats de Ditko parce qu'il y a ce côté effectivement mêlée Mm. et acrobatie. Mais les combats de Romita, ils sont ouf quoi. Il y a Mm. le combat avec Mysterio Mm. dans le faux parc d'attractions où il pense qu'il est Mm. réduit à l'état en fait qu'il est réduit à l'état de Lilliputien. Mm. C'est vachement bien là avec une espèce de Mysterio Et, géant qui essaie de. mais cette façon de faire, cette façon de mettre en image les grandes bagarres et tout, c'est quelque chose que tu trouvais nulle part ailleurs que dans les Dans les comics de Marvel. super-héros, en fait, que dans les Marvel. Ouais. Hein. C'était. Ouais. Et même Marvel, enfin même dans les comics, c'est-à-dire dans Marvel. Et Mm. je crois que là, Romita, il a pris exemple sur Kirby, parce que c'est vraiment le milieu Ouais. des années 60 où tu vois que Kirby commence à faire vraiment des grandes cases pour les Mm. combats. Et quand tu feuillettes, d'ailleurs, les albums, tu le vois à quel point, en fait, la mise en page de Romita, elle commence à être ample en termes de Mm. cases. C'est-à-dire qu'il reste plus sur le gaufrier de Ditko, mais il va te faire des longues cases horizontales, Mm. des grosses cases carrées. Tu vas avoir 4 cases sur une page, tu vois. Mm. Et effectivement, c'est ce que tu dis. C'est l'action. C'est ce que disait Jill Ken. Ce qu'il disait, c'est que Jill Ken, il est parti de chez DC. Il voulait bosser chez Marvel parce qu'il se disait, mais chez DC, tu vois, il dessine un coup de poing dans l'épisode, c'est Mm. déjà trop. Alors que chez Marvel, il pouvait faire une baston sur 3-4 pages, quoi. Donc, Ouais, ouais, mais ça, c'est le fait d'avoir aussi, en gros, les dessinateurs qui ouais. sont Ouais. laissés maître du découpage de l'épisode. Mm. C'est-à-dire que tu n'as pas un scénariste et un éditeur comme tu avais Si tu lis franchement les épisodes de Superman de la même époque, c'est pas du tout la même composition, tu vois. C'est pas la même Et ambiance. ouais, c'est en gros Superman, il va arrêter une comète, tu vois, ou un satellite qui va tomber, mais Mm. c'est sur une case, quoi. Et avec Mm. un descriptif qui te dit Superman est en train d'arrêter un satellite qui tombe sur le. Il y a pas, t'as pas d'épisode de Superman où il se frite avec Brainiac Ouais, sur, avec en même temps le parasite qui l'attaque. ouais, voilà. Ouais. À la rigueur, le seul où il commence vraiment à prendre plus de latitude, c'est Flash. Ouais. Où tu sens que Carmine Infantino, ça le démange d'y aller un peu plus franco dans les bagarres avec justement les super vilains de Flash, qui sont d'ailleurs la galerie qui se rapproche le plus de la galerie d'ennemis Mm. de Spider-Man. La galerie d'ennemis de Spider-Man, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les ennemis de Spider-Man, ils ressemblent. En fait, tu peux les mettre plus ou moins en double des ennemis de Batman, mais tu as, pour certains, mais c'est le mode opératoire des ennemis de Spider-Man ressemble vachement au mode opératoire des ennemis de Flash, quoi. C'est les mecs qui veulent surtout braquer les banques. Ils veulent braquer les banques et foutre la misère à Spider-Man, parce que la dernière fois qu'ils ont braqué une banque, Spider-Man leur a foutu la misère. C'est C'est un le mode cercle vicieux, tu opératoire sais. Ouais, ouais. Ils sont bien. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, Il y a ouais. encore des choses que vous vouliez rajouter Sur cette période. sur cette Bah, période magnifique qu'on peut que vous conseiller à lire hein, si Ah vous ouais. voulez connaître. C'est Ouais, drôle, ouais. lisez tout, quoi. Voilà, le On n'est pas concentré de Spider-Man. On n'est pas rentré tant que ça dans les intrigues de pourquoi est-ce qu'ils se battent avec les super vilains, parce que en fait, très honnêtement, ça a très peu d'intérêt. Ouais. C'est vraiment c'est ce qui est le moins, comment dire,
le moins développé, et puis c'est ce que tu retiens de toute façon le moins une fois que tu les as lus. Pourquoi Ouais. est-ce qu'est-ce qu'il voulait voler au départ? Ouais. C'est pas le comment dire, c'est pas le point le plus intéressant de la chose. Effectivement, à part quand il y a cette course à la tablette qui est rigolote parce que sur quelques épisodes, tout le monde veut mettre la main sur cette tablette pour avoir la cure de jouvence, quoi. Mais c'est vraiment le côté, ouais, tu y viens juste pour comment dire, les le la problématique de Peter à allier ces 2 vies. Et puis Mmh. ce qui est bien aussi, c'est que c'est des aventures qui se lisent enfin, chaque épisode te donne une aventure complète, donc Ouais. même si tu as du à Même si suivre. il y a du feuilleton, mais c'est quand Ouais, même chaque mais épisode. Enfin, en plus, tu peux débarquer à n'importe quel épisode. ouais, ça c'est super. Tu seras Ouais, pas perdu, quoi. T'auras ouais. Et je Et à trouve que quel t'es pas point trop, ils insistent pas trop encore comment dire, je trouve qu'ils arrivent bien à dynamiser aussi les flashbacks. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. Bon, bah, t'avais un savoir-faire là-dessus ouais, ouais. qui s'est perdu un peu avec le temps. et puis en 22 pages, tu as énormément de choses. Moi, je suis toujours, Ouais, ouais, ouais. j'étais toujours tu vois Spider-Man No More, tu vois? Je me dis: «Putain, j'arrive à la 10e page» et j'avais l'impression d'en avoir lu 20, tellement il y a eu de trucs qui se passaient et je me Ouais. dis: «Putain, il va y Oui, avoir encore 10 pages de trucs de dingue» ah oui, parce que et c'est Oui, oui. Spider-Man Noir, moi je me souvenais même plus qu'il y avait dedans, il y avait le caïd, quoi. ouais, ouais, Je pensais qu'il arrivait c'est après. Ah non, non, on te le présente quand non, même. à quel point des fois, il y a plusieurs fois, je me suis dit: «Putain, mais en fait, j'en suis que à la 10e page avec déjà tout ce qui s'est passé». Ouais, il a eu le Purée, temps de perdre une fois contre le méchant. ouais, ouais, c'est vraiment c'est blindé, blindé, blindé de choses, et puis, vraiment de beaucoup et pas que de la baston, quoi. C'est en Et 10 il te rappelle pages, l'origine. voilà. Mmh. Oui! Oh putain, ça c'est oui, parce que il est de toute façon, c'est le numéro 50, hein. C'est déjà ça te pose un bon gros Mmh. truc, quoi. Et oui, oui, Ouais, ouais. pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis Spider-Man? Mmh. Qui est en fait, c'est une espèce de melting pot de plein de moments de la série de Ditko, puisqu'il y Mmh. avait déjà eu un Mmh, moment où dans les Ditko, Spider-Man abandonné, Mmh. Jonah Jameson en profitait pour passer à la télé et le pourrir. mmh. Il était tout content que Spider-Man. Mais il y a déjà en fait des idées de répétition, parce qu'ils Mmh. vont déjà Bah, reprendre. dès le premier épisode, en fait, Oui, à la fin de sa première histoire, il abandonne le costume de Spider-Man, Peter, dans dans, Amazing Fantasy. dans Amazing Fantasy XV, ouais, enfin Ouais. c'est plus ou moins. Ouais, c'est plus ou moins suggéré, mais c'est pas Mmh. trop, c'est pas, comment dire? C'est parce qu'ils savaient pas en fait s'il allait avoir un Ouais, s'il y allait avoir Ouais, une suite ou pas, mais ça c'est ouais, on mais laisse ça pour la suite. tu sens que c'est un problème récurrent ouais, ouais. ça va lui revenir à l'esprit plusieurs fois de Oui, vouloir arrêter complètement. parce qu'il faut le Parce que, bah, de toute rappeler, façon, toute la saveur, c'est de savoir comment il va conjuguer sa vie de super-héros avec sa vie, ouais, et puis il civile. faut le rappeler, Spider-Man, il le crée au départ, c'est pas pour combattre les criminels. Ouais. Mmh. Mmh, Il se crée le costume de Spider-Man, c'est pour devenir une vedette de la télé. Mmh, C'est ouais. ouais. il ferait du TikTok aujourd'hui, Mmh. Peter Parker. Mais ouais, non, non, c'est super. Là, de toute façon, comment dire, on a fait ça aussi pour marquer le coup de la Mmh. disparition de Romita. Donc, si on peut dire aussi qu'après, alors, du coup, Romita, après Spider-Man, il fait, il fait du Captain America aussi, Mmh. Mmh. pas mal. Moi, que j'aime beaucoup. Je trouve son Ouais, c'est Captain sûr. America, il a la classe. Mais c'est principalement après, il va être directeur artistique de Marvel et il va comment dire? Il va plutôt être sur la conception de personnages, Mmh. sur la conception de couverture, il va faire pas mal de retouches, Mmh. il va entraîner des nouveaux dessinateurs, il va former des nouveaux dessinateurs. Bah, Kevin Maguire dont on avait parlé dans Mmh. Justice League International, c'est un des Mmh. élèves de Romita. Mmh. Donc il a pas en plus, formé que des Mmh. mauvais. Et et ça reste pour moi, ouais, c'est bon, c'est dire que c'est un de mes dessinateurs préférés, là, c'est l'évidence, hein. Mmh. Mais
Mais c'est vrai que moi, je suis toujours fasciné par cette période-là de dessinateurs. C'est-à-dire des mecs qui avaient entre la trentaine et la cinquantaine et ils étaient complètement lâchés Mm. euh, dans la nature par Stan Lee et ils faisaient les meilleurs comics du monde. Ils faisaient des trucs qu'on n'avait jamais vus, quoi. Personne faisait Mm. des BD pareils, quoi. Et je pense que si Marvel a pu se maintenir autant en qualité dans les années 70, il y a aussi une bonne grande partie qui est due à Romita, quoi, qui est due, voilà, Ouais, qui devait regarder les gens et. le look du Punisher, le look Ouais. de Wolverine, tu Mm, vois, mm, fallait les inventer, quoi. C'est pas mm. la première chose que tu vois d'un super-héros, c'est pas son histoire, hein, c'est son Mm. costume. Costume, ouais. Mm. Donc, le fait que le personnage ne soit pas raté, Mm. que le Punisher, tu comprennes immédiatement que ça a pas l'air il n'a pas l'air d'être là pour la rigolade avec sa tête de mort géante Mm. sur le torse. Ouais, c'est lui qui a redesigné Black Widow. En plus, Mm. tu vois, c'est des costumes qui, comment dire, ils arrivent petit à petit dans les films, quoi. Donc c'est dire Mm. à quel point son Ouais, sens du ouais. design, il était fort, quoi. Ouais, c'est Tu vois, j'ai vu important. là, il y a des photos de Deadpool 3 où on voit Wolverine, il porte le costume Mm. jaune Mm. et bleu alors un peu modifié par les autres Mm. dessinateurs, mais la base, en fait, La base est là. Mm. la base, elle est dans la conception de Romita, donc Mm. c'est quand même pas rien, quoi. Tu vois, le Black Widow, par exemple, quand ils ont essayé de changer les costumes, Mm. ça s'est toujours foiré. Et le costume qu'ils ont fini par faire dans le film, avec les bracelets, Mm. c'est le costume que lui a conçu. Donc Mm. voilà. Mm. Moi, ça m'a fait quelque La chose. Romita Teach. Ouais, bah oui. Ouais. Euh, Ouais, moi et aussi, puis, ça. il a même pas que entraîné, il a même conçu un bon Oui, dessinateur. ouais. Bah, Ça- c'est fou d'ailleurs, moi j'adore on en a parlé quand on a parlé du Spider-Man de Stern, hein, mais moi Romita Junior sous Stern, j'avais l'impression encore de voir du Romita Mm. normal avec Mm. un peu plus des différences, mais qui était là aussi, hein. C'était, moi j'aime beaucoup la première période Romita Junior où il est encore dans des pas de son père et qui fait quand même Mm. des super beaux trucs, quoi. Et qui peu à peu il sort aussi de ce truc, mais Mm. moi, Romita Junior, je suis grand fan. Bon, pas aujourd'hui, mais les années 80, Romita Junior, bah, putain, ça pète, hein, Ouais, ouais, ouais. Même Ouais. les années 90, et puis il fait des. Mm. Ouais, Le problème de Romita Junior, c'est que tu vois quand ça l'intéresse pas. ouais, Tu vois ouais, quand c'est il n'est pas exactement ça. convaincu par le scénario. Ouais, Tu le sens tout de c'est suite. clairement. Ouais, Le, totalement. tu vois, moi j'avais compris ça, c'est quand il était sur Spider-Man, justement à la fin des années 90, et quand c'était Howard Mackie Mm. qui écrivait, tu voyais qu'il était en mode, Mm. comment dire, en conduite, tu vois, automatique, Automatique. Mm. pilote automatique, et d'un coup il y a Straczynski qui arrive, et là tu sens qu'il est Mm, Mm. l'espèce de baston dans New York là, avec Morlun. mm, ouais. C'est un de mes épisodes, franchement, j'ai trouvé que en termes de découpage, de brutalité, de ce que ça raconte, puis Mm. de l'environnement new-yorkais, ouais, tu voyais qu'il en avait encore sous la pédale, Mm. mais c'est vrai qu'il est. Je pense que le fait d'avoir travaillé avec tant de bons scénaristes et puis d'avoir travaillé sur tant de périodes, il sent directement quand tu as Mm. un scénario qui vaut pas le coup, quoi. Mm, mm, mm. Qui va se mettre en Ah, mode, bah, c'est ce qu'il dit, il a un mode deadline. Il a un mode, Mm. pour lui, l'important, c'est rendre l'épisode dans les temps. Mm. Et tu vois quand il va vraiment travailler le truc parce que ça lui tient à cœur, bah, les épisodes de Daredevil avec Nocenti où il ah était bah, co-scénariste, Ouais, ils sont énormes ces épisodes-là. c'est ouais. un truc de fou, quoi. C'est un truc Ah de non, mais fou. Son c'est. passage sur les X-Men, c'est aussi assez terrible. Ouais, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment sa vision de New York où tu vois que c'est un vrai Mm. New Yorkais, quoi. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est Quand vraiment. son Daredevil, enfin Man Without Fear, Man Without Fear, ouais, tu Mm. vois qu'il est. pour moi, je crois que c'est le truc que je Mm. préfère de tout ce qu'il a fait. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il a dit que C'est- c'était son. En plus, Ouais, il a dit que c'était son préféré, ouais. Que c'était j'avais eu ça. il était venu il y a quelques années et j'avais eu
un pote qui l'avait interviewé, et justement, je lui avais demandé de. J'ai essayé quand même de lui demander sur Daredevil et Innocenti, et justement, il disait c'est étrange. Enfin, il était étonné qu'on lui parle d'Innocenti parce que pour lui, le Daredevil sur lequel il a vraiment plus kiffé, c'était avec Frank Miller. Ouais. Il dit c'est vrai qu'avec Innocenti, c'est génial, mais pour lui, ça revient, c'est ce qu'il a fait avec Frank Miller. Ouais. Et, Faut dire quand même que sur le Man Without Fear, il fait un boulot qui est pareil. Ouais. C'est la première page du Man Without Fear. C'est comme on parlait là, des épisodes de Spider-Man où je disais, Ouais. moi, je peux voir la première page et je sais tout de suite ce qui se passe dans Mm. l'épisode. Mm. Le Man Without Fear, là, le début où tu as Matt Murdock qui est sur les échelles à Cage incendie, d'escalier. là, Ouais. les cages d'escalier de New York, là, c'est trop bien quand il pique la matraque du flic. Et c'est vraiment, c'est une des meilleures origines de super-héros, origin story qu'on ait eu, quoi. Franchement, ils auraient fait ça en film. Ils avaient tout. Il a le doigt du bonheur. Ah, mais Ouais, il y a pas. tout clé en main, quoi. Il n'y a pas une Quand t'as la image. gamine qui appelle Matt Murdock et tout, elle crie Matt, et puis t'as l'onomatopée qui est tout en grand, tu le vois sauter sur les toits là avec le costume super cool en jogging noir avec La première apparition du Caïd, quand l'autre il met ses Oui. mains sur l'autre Sur parrain le- et qui lui brise le et nuque. qui lui brise le nez, quoi. C'est ça. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Et Ouais. même tu vois la case de fin, mais Bah, juste oui, en où on temps, voit tu vois le. toute l'évolution du costume, il saute. Ouais. Enfin, ouais, ça y est, j'ai envie de le relire, quoi. Ouais, voilà, ouais, mais c'est Non, mais t'as pas une carte, tu sais, c'est là quand t'as les parents de la gamine qui se serrent dans les bras Oui. et tu vois Matt sur le toit de l'immeuble avec la flotte qui tombe, avec. Ouais. Enfin, Est-ce qu'on se ferait pas un de ces oh 4 putain, oui. Non, mais je pense qu'il faut, ouais. Moi, Voilà, faire une émission là-dessus. sur les Daredevil de Miller en général. Voilà. Ouais. En général. On va même parler de ceux de Denis O'Neill, si vous êtes sage. Ah ouais, tiens, bonne idée. Bon, voilà, on a fait le tour de ce petit épisode sur Romita. Chapeau l'artiste, j'ai envie de dire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous nous retrouvez sur YouTube. C'est déjà beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. Les amis, merci beaucoup d'être venus. Merci. Et puis on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux des comics. Ciao, bye bye les amis.